écoute sur Radio J. Nous sommes à présent en direct en ligne avec notre correspondant aux États-Unis, Sébastien Lévy. Bonjour Sébastien. Bonjour Elana, bonjour à tous. Merci beaucoup Sébastien d'être avec nous toujours en direct comme chaque lundi matin. Alors on va évidemment revenir dans quelques instants sur cette rencontre attendue entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump. Mais d'abord, je voulais un peu prendre la température aux États-Unis. On sait que ce week-end, il y a des dizaines de milliers de personnes qui ont manifesté contre la politique de Donald Trump et donc ces fameuses coupes budgétaires menées par Elon Musk. Alors justement, quel est le climat là-bas? Qu'est-ce qu'on peut dire de ces manifestations, Sébastien? Je pense que le premier mot qu'on peut dire, c'est le mot « enfin ». Il y a énormément de gens opposés à la politique de Trump qui avaient envie d'exprimer leur colère. Et je dis leur colère, c'est au pluriel, c'est-à-dire que vous avez parlé des coupes budgétaires, mais en fait, c'était un message qui était beaucoup plus large. D'ailleurs, c'était intéressant. J'étais à la manifestation hier pour voir ce qui se passait à New York. Et vous n'aviez pas de mot d'ordre, vous n'avez pas un seul mot d'ordre. Chacun était venu avec sa pancarte, chacun était venu avec ses plaintes, ses critiques de Trump. Et c'est ça qui est extrêmement frappant. Vous avez une colère extrêmement forte qui est en train de monter dans le pays, auprès des gens qui n'ont pas voté pour Trump notamment, et auprès de certains sans doute qui ont voté pour Trump. Et donc vous avez eu, je pense d'abord, une espèce de moment de catharsis pour pouvoir exprimer cette colère. C'est surtout ça. Donc je pense qu'il y a une certaine satisfaction chez les partisans chez les anti-Trump, d'avoir pu exprimer leur colère hier. C'est déjà un premier pas pour la révolte anti-Trump. Alors quelles conséquences sur la scène politique pour les prochaines élections notamment? Est-ce que justement ça va permettre au Parti démocrate peut-être de se relever? Alors en tous les cas, ça donne un coup de boost. Ça donne un coup de boost aux militants sur le terrain et je pense que ça c'est extrêmement important pour eux. Et puis c'est aussi un appel au Parti démocrate de se ressaisir, de prendre le mouvement en marche. C'est un petit peu, on pourrait limite faire une comparaison avec ce qui s'était passé en Israël début 2023. Vous aviez eu la rue qui avait poussé un certain nombre de partis d'opposition à rejoindre ce mouvement dans la rue contre Netanyahou. Il est possible que le Parti démocrate ait une certaine légitimité pour s'opposer de manière plus radicale, plus forte au Congrès. En tous les cas, c'est aussi un des grands messages que j'ai entendu hier, c'est-à-dire enjoindre le Parti démocrate à durcir le ton et à être beaucoup plus ferme. Donc oui, ça donne, je dirais, un élan au Parti démocrate et ça les pousse à être beaucoup plus durs par Trump. Et il y aura certainement encore d'autres manifestations. On y reviendra avec vous, Sébastien. Alors l'autre titre de l'actualité, ce sont ces fameuses mesures annoncées par Donald Trump. Alors on sait d'abord, pour faire justement le lien, que le Premier ministre israélien est attendu aujourd'hui à Washington pour rencontrer Donald Trump, qui s'est montré, malgré cette mesure, enthousiaste à l'idée de rencontrer Trump. Il a dit, voilà, je suis le seul dirigeant étranger à rencontrer Trump. Tout le monde a envie de le rencontrer, mais justement, ça marque le lien si spécial entre Israël et les États-Unis. Oui, Netanyahou, avant de partir de Hongrie, où il était le week-end, dans les derniers jours, a insisté sur le fait que c'était le premier dirigeant à rencontrer Trump après l'annonce des tarifs douaniers. Ce qui est très intéressant, ils vont sans doute parler des otages, de la situation avec l'Iran, mais ce qui est intéressant, c'est que la première personne que Netanyahou a rencontrée à son arrivée à Washington, ça n'est pas un diplomate, c'est le secrétaire au commerce, Howard Lutnick, pour sans doute parler des tarifs, parce que c'est très intéressant. La semaine dernière, mardi, le ministre de l'économie israélien des finances, israélien Smotrich, en fait, avait dit qu'il n'y aurait plus aucun droit de douane des produits venant des États-Unis vers Israël, 0%. Ça n'a pas empêché l'après-midi même, à la grande surprise du Trésor en Israël, du ministère des Finances, de voir que des droits de douane avaient été appliqués de 17% pour les produits en provenance d'Israël pour les États-Unis. Et c'est clairement quelque chose qui inquiète le gouvernement israélien. Donc c'est très intéressant que, sans doute pour la première fois, Netanyahou se soit d'abord occupé de thèmes économiques et commerciaux avant de parler politique et diplomatie demain avec Donald Trump, mais il est fort possible que ce sujet sera à l'ordre du jour. Alors 17%, on dit que c'est finalement assez peu par rapport à d'autres pays comme la Chine qui sont imposés à 40% notamment. Quelles conséquences pour Israël? Et puis après, on va revenir justement plus en détail sur cette mesure proposée par Trump. Bon, 17%, c'est quand même beaucoup. Et ça les 17% montrent d'ailleurs que la base de calcul de l'administration Trump, en fait, ne repose sur rien, puisque j'insiste, les droits de douane des produits américains vers Israël, c'est à 0%. Donc les 17%, ça correspond à quoi? Ça correspond en fait au déficit aujourd'hui de la balance commerciale américaine d'Israël des États-Unis envers Israël. Et donc le déficit étant de 30%, Donald Trump a appliqué un droit de douane de 17%. Donc ça n'est pas quelque chose
chose qui est stratégique pour l'État d'Israël, mais on sait que l'économie d'Israël souffre, en particulier depuis le 7 octobre, donc ça reste quand même important. Et donc clairement, Netanyahou a envie de profiter de sa relation spéciale avec le président Trump pour éviter que ce soit appliqué, parce que l'économie d'Israël n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Alors à quoi s'attendre justement? On parle beaucoup d'inflation, on parle c'est vrai d'une hausse de l'inflation qui pourrait arriver. Concrètement, ça va mener à quoi, Sébastien? En fait, à partir du moment où vous appliquez des droits de douane, les droits de douane, ils sont in fine payés par le consommateur. C'est-à-dire qu'un importateur fait venir soit des pièces détachées, soit des produits. Évidemment, si jamais lui, ça lui coûte plus cher d'importer des produits, il va pas vendre à perte. Il va évidemment répercuter ça sur le consommateur final. Donc oui, alors que l'inflation avait été sous contrôle depuis quelque temps, elle risque de repartir en flèche. Donc c'est ce qui inquiète énormément. Et pour le coup, c'est un peu une trahison des promesses de campagne de Trump, qui avait dit que sa première priorité serait de baisser le coût de la vie, qui avait déjà fortement baissé depuis quelques mois. Donc c'est évidemment quelque chose qui inquiète beaucoup. Et donc c'est aussi une menace de récession sur l'économie américaine et sur l'économie mondiale. Un dernier aspect qui est extrêmement important, on a vu la bourse qui s'est effondrée jeudi et vendredi. Il faut savoir qu'aux États-Unis, la bourse est beaucoup plus importante. Ça n'est pas uniquement quelques traders ici ou là. Tous les salariés américains ont des actions en bourse, puisque la retraite est par capitalisation. Donc elle est calculée sur le cours de la bourse. Alors énormément de gens ne vont pas avoir besoin de cette retraite capitalisation maintenant, mais ça inquiète énormément. Et le problème, c'est quand vous voyez votre portefeuille boursier baisser, eh bien, évidemment, ça augmente le stress. Donc ça, plus l'inflation. Oui, on va sans doute vers une récession. C'est ce que de grands cabinets économiques prévoient aujourd'hui. C'est un énorme changement dans les prévisions par rapport à ce qu'on disait il y a encore un mois ou deux. Alors plus largement, Sébastien, en quoi les droits de douane, justement, sont un marqueur essentiel du Trumpisme, selon vous? Alors, pour moi, vraiment, c'est un marqueur absolument central du Trumpisme pour plusieurs raisons. D'abord, Trump n'est pas un idéologue. En revanche, il est idéologue sur deux sujets. L'immigration d'un côté, on voit à quel point il est dur là-dessus, et les droits de douane. Depuis environ 35 ans qu'il est dans le paysage public américain, il parle de cette obsession qu'il a que les autres pays abusent des États-Unis et profitent des États-Unis. Alors, donc il y a vraiment une espèce de nationalisme extrême là-dessus, et donc il n'en démord pas. Il ne veut pas voir que, certes, les Américains ont un déficit commercial sur les produits, en revanche, ils ont un excédent sur les services. Non, il est obsédé par le fait qu'aujourd'hui, on ne voit pas de voitures américaines à Berlin alors qu'on voit des voitures allemandes à New York. Il est obsédé par ça. Mais vous avez d'autres marqueurs. Il n'y a pas d'alliés pour Trump, clairement, et on le voit ici, peu importe si un pays est un allié ou pas, il va appliquer des droits de douane. Israël est un bon exemple. Vous avez aussi un mépris des faits. J'ai parlé de la façon où les droits de douane avaient été calculés. Il ne repose sur rien. Outre le mépris des faits, c'est aussi le fait qu'il est entouré de gens extrêmement loyaux qui ne lui disent pas la vérité, qui ne disent pas, écoutez, monsieur le président, vous avez tort. Ça n'est pas parce que vous avez un déficit de 20% avec un pays que le pays applique 20% de droits de douane. Ça n'est pas comme ça que ça marche. Donc, en ce sens, c'est vraiment un marqueur assez fort du Trumpisme. Donc, fonctionner sur un nationalisme extrême, le mépris des faits, la loyauté de ses proches, et c'est en ce sens que c'est un marqueur extrêmement, extrêmement fort du Trumpisme. Et pourtant, Donald Trump instrumentalise un petit peu tout ça, parce qu'il y a des vrais problèmes, c'est vrai, liés à l'immigration, liés à l'antisémitisme, etc. En fait, ce que vous dites, c'est qu'aussi Donald Trump appuie sur ça pour instrumentaliser finalement ce qu'il veut faire. Comme sur beaucoup de points, en fait, Donald Trump, très souvent, problèmes qui sont réels. Immigration incontrôlée. Vous avez eu un wokisme qui a débouché sur effectivement des choses absolument inacceptables, notamment sur l'antisémitisme sur les campus. Et vous avez eu aussi une désindustrialisation extrêmement forte de l'économie américaine. Mais il s'en prend de façon un petit peu bizarre, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez réindustrialiser, c'est compliqué dans un pays où finalement vous avez 4% de chômage. Donc si vous voulez demain faire des usines, ça va prendre des années, et vous n'allez pas le faire avec un taux de chômage de 4%. Donc où allez-vous trouver les travailleurs? Ça n'est pas dans l'immigration, puisqu'il est contre l'immigration. Donc, il y a un vrai sujet de réindustrialisation, mais vous ne le faites pas à coup de menton, vous devez le faire évidemment avec une vision à long terme. Rapidement, Sébastien, en une minute, quelles seront les conséquences politiques sur l'état du monde finalement? En fait, vous avez des politiques extrêmes. Vous allez avoir des conséquences domestiques, puisque s'il y a une récession, une forte inflation, ça va évidemment favoriser les démocrates, en plus avec la colère qui monte. Et puis évidemment, au niveau international, vous allez encore avoir une défiance encore plus forte avec l'allié américain, avec qui n'est plus un allié, puisque c'est surtout quelqu'un qui prend des décisions à l'emporte-pièce. Donc c'est toute l'architecture mondiale avec les États-Unis comme une espèce de parrain, de garant de la paix du monde, qui s'effondre. Ça s'effondre d'un point de vue militaire, d'un point de vue diplomatique, et maintenant d'un point de vue commercial. Donc c'est extrêmement
problématique sur le rôle et le poids, la puissance des Américains, qui aujourd'hui est fortement ébranlée par ce type de décision à l'emporte-pièce. Eh bien, merci beaucoup Sébastien Lévy, notre correspondant aux États-Unis. Merci pour toutes ces précisions et ces informations. Je le rappelle, vous êtes à New York. On vous retrouve évidemment chaque semaine, chaque lundi. Alors la semaine prochaine, ce sera Yom Tov à cause de la fête de Pessah. On vous retrouvera donc le lundi d'après, toujours avec autant de plaisir. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h. Vous pouvez aussi nous regarder sur notre chaîne YouTube. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Tous les matins à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier. Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin. C'est tous les jours à 7h45 sur Radio J. À l'approche de Pessah, perpétuons ensemble la tradition de solidarité en participant à la campagne unitaire des paniers de Pessah, de l'Écuge et de ses partenaires. Aucune famille ne doit être laissée de côté. Votre générosité leur permet, dans la discrétion et la dignité, de faire leurs courses dans des commerces partenaires afin de célébrer la fête comme il se doit.